Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de Espoir et Dignité TV, la plateforme d'information associative internationale, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre cher camarade, le docteur Thomas Posado, spécialiste des dynamiques politiques latino-américaines. Avec lui, nous allons essayer d'analyser les motivations réelles de la politique américaine au Venezuela, au-delà du discours officiel, démocratie, narcotrafic, enjeux géostratégiques et jeux d'influence. Nous souhaitons comprendre les enjeux, les réalités, les motivations de cette guerre, de l'éventualité de cette guerre menée par Donald Trump contre le Venezuela. Docteur Thomas Posado, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Merci beaucoup. Docteur Posado, Washington affirme intervenir pour défendre la démocratie et lutter contre les narcotrafiquants liés à certains secteurs du pouvoir vénézuélien. Comment analysez-vous cette justificative? Non, déjà que c'est justificatif, ils ne sont pas les raisons réelles de ce conflit. Sur la question de la démocratie, même ce motif-là, Trump l'utilise de moins en moins parce que à l'intérieur de son propre pays, on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement respectueux des libertés démocratiques, que ce soit à l'égard de ses opposants politiques ou à l'égard de la presse. Sur la question du narcotrafic, c'est une question qui est plus complexe parce qu'évidemment, tout le monde ne sait pas le fonctionnement du narcotrafic en Amérique latine, mais c'est un prétexte largement infondé concernant le Venezuela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de drogue qui passe au Venezuela, hein. Enfin, les principaux producteurs de cocaïne sont la Colombie et le Pérou. Donc la Colombie étant un pays voisin du Venezuela, évidemment, une partie du trafic de cocaïne passe par le Venezuela, mais une partie extrêmement minoritaire, on estime autour de 8%, la route caribéenne, donc la route qui passe de la Colombie, remonte par le Venezuela et ensuite achemine la drogue soit vers les États-Unis, soit vers l'Europe. L'essentiel passe par la côte pacifique, donc par la Colombie, puis par la côte pacifique vers les États-Unis, par l'Équateur. Donc l'Équateur est entre les deux principaux producteurs de drogue. Mais l'Équateur est un proche allié, donc dirigé par un proche allié de Donald Trump, Monsieur Noboa, et donc ne suit évidemment pas les foudres de Washington de cette manière-là. Une autre partie passe par la route terrestre en remontant l'Amérique centrale, au Mexique, puis aux États-Unis. Et en plus, donc là, on parle du trafic de cocaïne, donc, qui est très loin d'être le trafic de drogue qui cause le plus de morts aux États-Unis. Le trafic de drogue qui cause le plus de morts aux États-Unis, c'est le fentanyl. Le fentanyl, les composants du fentanyl partent de Chine, arrivent au Mexique. Au Mexique, ils sont utilisés, cuisinés, pour prendre les vocabulaires du narcotrafic, puis acheminés aux États-Unis. Donc le Venezuela n'a rien à voir non plus avec la route du fentanyl. Il y a donc une partie marginale qui passe par la route de la cocaïne. Et enfin, les actions qui sont menées, elles n'ont rien à voir avec la manière de combattre le narcotrafic, enfin, la manière de terroriser la mer des Caraïbes en bombardant des petits navires, souvent de pêche, enfin, sans doute peut-être avec de la drogue, mais vu que personne n'est arrêté et qu'aucune cargaison n'est arraisonnée, ni détenue, on ne saura jamais si les ventes de navires qui ont été bombardés dans la mer des Caraïbes avaient de la drogue en leur sein. Et tous les États luttent contre le narcotrafic, mais ils luttent contre le narcotrafic avec la complicité, avec la collaboration des États riverains, en arrêtant les navires qui supposément ont de la drogue, en réquisitionnant les quantités de drogue, en arrêtant les narcotrafiquants et en remontant les filières. C'est pas du tout ce que fait Donald Trump. Il bombarde et assassine de manière aveugle
des navires dont on ne sait même pas s'ils ont de la drogue. Il y a eu 2 survivants dans les bombardements qui ont coûté la vie à plus de 83 personnes aujourd'hui. Un Colombien, un Équatorien. La justice colombienne, la justice équatorienne ont été incapables de pouvoir les juger parce qu'il n'y avait pas de preuves, parce qu'à partir du moment où vous arrêtez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, ou vous bombardez son navire, vous détruisez toutes les manières de preuve. Et donc la Colombie et l'Équateur, qui ont reçu après extradition des États-Unis, parce que les États-Unis étaient incapables de pouvoir juger ces 2 survivants, ont été obligés de les relâcher parce que le pouvoir états-unien aujourd'hui ne fait strictement rien pour lutter contre la drogue. Il terrorise des navires dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique avec une politique qui est vraiment absurde d'un point de vue du trafic de drogue, parce que lorsqu'on combat le trafic de drogue, on sait que le trafic de drogue modifie ses routes à peu près aussi instantanément qu'on essaye de s'en prendre à lui. C'est un trafic qui est extrêmement fluide et sans aucun doute que le narcotrafic a déjà modifié les routes et ne passe plus par les routes maritimes qui sont visées par les États-Unis. Le Venezuela dispose, docteur, des plus grandes réserves de pétrole au monde. Dans quelle mesure ces ressources, d'après vous, ont-elles influencé la stratégie américaine, la stratégie agressive, provocatrice? Alors, le conflit entre les États-Unis et le gouvernement chaviste, il est ancien, avec déjà sous Chavez, des menaces qui étaient claires des États-Unis contre le Venezuela. Les États-Unis étaient un des 2 seuls gouvernements dans le monde à avoir reconnu le coup d'État éphémère contre Hugo Chavez en 2002. Mais pendant des années, les tensions diplomatiques ne s'accompagnait pas de changements dans le lien commercial qui unissait les 2 pays. C'est-à-dire que sous Chavez et même au début de la présidence Maduro, malgré les affrontements, malgré y compris les tentatives de déstabilisation, malgré les discours qui étaient très offensifs de Chavez contre Maduro, les États-Unis étaient le premier fournisseur et le premier client du Venezuela jusqu'en 2018. Les parts de marché des États-Unis se réduisaient au profit de la Chine, mais une dynamique qui n'est pas du tout exceptionnelle dans l'Amérique latine du XXIe siècle, qui est même plutôt classique. Le moment où cela change, c'est le moment où les sanctions les plus draconiennes des États-Unis sont édictées contre le Venezuela, et c'est déjà Donald Trump qui en est à l'origine à l'époque, avec un embargo financier en 2017 et un embargo pétrolier en 2019, donc des échanges de pétrole qui tombent brutalement à zéro début 2019 au moment de l'autoproclamation de Juan Guaidó. Et c'est à ce moment-là, de fait, que la Chine devient le principal partenaire commercial du Venezuela. Donc, quelque part, c'est assez paradoxal, mais si la Chine est le premier partenaire commercial du Venezuela, c'est parce que Donald Trump a poussé le Venezuela dans les bras de la Chine. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que Donald Trump, quand il revient au pouvoir dans son 2e mandat, son objectif, c'est de contrecarrer l'influence chinoise en Amérique latine, d'une manière générale. Une Amérique latine qui a largement basculé. C'est, je pense, le bouleversement le plus important de ce début du XXIe siècle. Le premier partenaire commercial de la plupart des pays sud-américains, peut-être à exception de la Colombie, c'est la Chine. C'est plus les États-Unis. Et Donald Trump revient au pouvoir en 2024 avec cette volonté de redevenir le premier partenaire commercial. Donc, ça commence avec des pressions extrêmement fortes et violentes sur le Panama et les petits pays d'Amérique centrale, des menaces contre le Mexique, le Canada. Et là, on en arrive donc à ces menaces militaires contre le Venezuela. On sait que le gouvernement Maduro n'est pas le meilleur allié des États-Unis dans l'optique d'un changement d'orientation géopolitique, et on sait que l'opposition vénézuélienne c'est un des principaux enjeux de clivage de la vie politique vénézuélienne, et est évidemment beaucoup plus proche des États-Unis, beaucoup plus aligné sur les intérêts de Washington. María Corina Machado, donc qui a eu récemment le prix Nobel de la paix, et donc qui est en ce moment la principale dirigeante de l'opposition vénézuélienne, qui est sans doute la porte-parole de l'orientation la plus dure contre Chavez puis Maduro, déclare depuis des semaines, des mois, qu'elle veut faire du Venezuela un hub énergétique pour les Amériques, comprenons un Venezuela très ouvert
aux investissements pétroliers états-uniens. Et je pense que la politique de Donald Trump, elle va au-delà de la question du pétrole. L'idée, c'est un combat géopolitique, une volonté de soumettre des gouvernements latino-américains au-delà de la question pétrolière, que tous les gouvernements latino-américains sachent que s'ils se frottent aux États-Unis, ils pourront avoir les mêmes conséquences et qu'il y a un enjeu de positionnement stratégique du Venezuela, un enjeu de l'argent qu'a investi la Chine. Pendant une longue période, le Venezuela était la première destination des fonds chinois au Venezuela, enfin en Amérique latine. Donc, ça va au-delà de la question du pétrole. Mais la question du pétrole est évidemment centrale parce que depuis un siècle, c'est la première ressource d'exportation du Venezuela, que le Venezuela a les premières réserves de pétrole au monde. Alors, c'est un pétrole qui est lourd, donc il a besoin d'être raffiné, donc ça nécessite du travail. C'est pas une exploitation facile de fait, mais évidemment c'est un champ d'exploitation extrêmement vaste et le Venezuela a énormément perdu de sa production. Enfin, selon les chiffres de l'OPEP, le Venezuela produisait autour de 2,5 millions de barils par jour jusqu'en 2015. C'est descendu à un plancher de 300 000 barils par jour en 2020 et c'est remonté avec l'allègement des sanctions à 1 million de barils par jour aujourd'hui. Enfin, pour expliquer cette chute, il y a à la fois effectivement l'effet des sanctions états-uniennes, mais également un mauvais entretien des infrastructures pétrolières depuis des décennies et la fuite des travailleurs les plus qualifiés. Enfin, depuis 2015, il y a eu autour de 8 millions de Vénézuéliens qui sont partis du Venezuela. Évidemment, les travailleurs qualifiés dans le pétrole, ce sont les premiers à partir parce qu'ils ont des compétences à pouvoir reconvertir ailleurs. Donc, ça contribue à désorganiser encore davantage la machine pétrolière qui est PDVSA, l'entreprise publique vénézuélienne. Docteur, plusieurs analystes évoquent les contacts entre des agences américaines comme la CIA et certaines figures de l'opposition vénézuélienne. Comment évaluez-vous le rôle de ces réseaux d'influence dans la stratégie globale des États-Unis? On a vu même dans le coup d'État contre Chavez l'application directe de CIA, mais la chef de l'opposition actuelle, il a beaucoup des relations étroites avec les groupes d'influence aux États-Unis, Freedom House, CIA, etc., avec des autres alliés aussi, avec les autres alliés au niveau de la Commission européenne, avec la Grande-Bretagne, avec Israël et tout. Comment vous expliquez ce dynamique de diabolisation internationale menée contre la Venezuela? Cette dynamique, elle est dans les deux sens. Il y a un article du New York Times qui révélait que c'est pas seulement les États-Unis qui s'appuient sur María Corina Machado, c'est aussi María Corina Machado qui est allée convaincre les États-Unis de mener ce type d'action, qui convainc de tout le récit qui est en train d'être mené par l'administration Trump, selon lequel le Venezuela est un narco-État, et tout ce récit de transformer la question vénézuélienne en une question de lutte contre le narcotrafic. L'opposition vénézuélienne, elle est très diverse. Il y a des secteurs d'opposition de gauche, il y a des secteurs d'opposition, le Parti communiste vénézuélien, des groupes trotskistes, anarchistes, qui existent, qui sont totalement autonomes de cette opposition libérale. Même au sein de cette opposition libérale, il y a une multiplicité de secteurs. La question, c'est qu'aujourd'hui, le secteur qui domine, c'est celui de María Corina Machado, qui est effectivement le plus dur, le plus radical et qui effectivement s'appuie sur ce qu'il y a de plus conservateur et actionnaire dans la vie politique de cette planète, qui a signé des tribunes communes avec l'extrême droite espagnole de Vox, qui est dans tous les réseaux internationaux de circulation internationale de ces extrêmes droites, donc Vox en Espagne, qui a fait le Foro Madrid, qui a élaboré une carte, la charte de Madrid, qui est une tribune, disons, néocoloniale pour lutter contre le totalitarisme communiste, enfin, quelque chose qui est idéologiquement très, très, très marqué, très, très à droite. Et María Corina Machado a aussi des liens avec l'aile la plus conservatrice du Parti républicain américains, notamment donc qui font des forums qui s'appellent le CEPAC régulièrement, où maintenant il y a des déclinaisons à travers l'Amérique latine. María Corina Machado a été invitée à une de leurs conférences au
au Mexique il y a quelques années, dans Maria Corina Machado et dans ces réseaux-là. Enfin, vous mentionnez le réseau avec Israël. Son parti, UNT Venezuela, avait signé une convention donc avec le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Et dans le sens de ce que je disais, où les questions internationales sont des questions extrêmement clivantes, enfin, qui structurent la vie politique vénézuélienne. Autant l'exécutif Maduro est proche de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, de Cuba, même si Cuba n'est pas une puissance aussi importante que les pays que j'ai précédemment cités, autant Maria Corina Machado dit ouvertement sa sympathie pour Donald Trump. Elle a remercié Donald Trump pour les bombardements qu'il réalise dans la mer des Caraïbes. C'est la dirigeante de l'opposition qui est toujours la Madame Plus dans plus de radicalité vis-à-vis des interventions. Au moment de l'autoproclamation de Juan Guaido, c'était une de celles qui professait l'intervention en disant que seule une menace militaire crédible pourra faire partir Nicolas Maduro du pouvoir. Grosso modo, on ne va pas assez loin quand on reconnaît Juan Guaido comme chef de l'État. Il faut aller plus loin. Ce qui est intéressant aussi sur ce rapport international, c'est que la politique de Donald Trump, elle est tellement radicale que même dans les États de l'Union européenne qui, jusqu'à présent, ont été plutôt suivistes de la politique états-unienne, je pense notamment à la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, on commence à entrevoir des signes de lâchage de cette politique, de contestation de cette politique de Donald Trump. L'Allemagne a fait des déclarations dans le sens qu'elle pense que la seule solution, c'est une négociation. Au moment où Donald Trump fait des menaces armées, c'est clairement un désaveu de cette politique. La France, qui a une présence de fait de ces dernières colonies dans la mer des Caraïbes, a condamné les actes des États-Unis comme contraires au droit international. Le Royaume-Uni est même allé plus loin en arrêtant le partage d'informations avec les États-Unis concernant les opérations dans la mer des Caraïbes. Donc on voit des États qui ont toujours été très suivistes. Au moment de l'autoproclamation de Juan Guaido, il y a une 60aine d'États dans le monde qui se sont engagés dans cette politique qui est assez inédite en termes de relations internationales, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas des États parce qu'ils nous plaisent, parce qu'on les aime bien, on reconnaît parce qu'ils ont le pouvoir effectif dans un pays, point. Juan Guaido n'a jamais eu le pouvoir effectif au Venezuela, et pourtant, il a été reconnu par une 60aine d'États dans le monde, dont la plupart des pays de l'Union européenne, dont la France, dont le Royaume-Uni, dont l'Allemagne. Aujourd'hui, la politique est tellement radicale de Donald Trump que même ces pays commence à avoir des réticences à mener une politique aussi dure et à ne pas exprimer de désaccord avec les élans militaristes de Donald Trump. Est-ce que vous croyez, docteur Posato, à l'insistance, à l'éventualité de Trump de mener l'agression, l'opération militaire jusqu'au bout vers une confrontation avec le régime Maduro, et quelle est la réaction? Parce qu'on a vu aussi, il y avait beaucoup de réactions de soutien de la part de la Chine, la Russie, l'Iran, au régime Brésil, aussi au régime Maduro. Est-ce que vous croyez que Trump va aller plus loin, etc.? Alors, ce qui est compliqué dans la prospective de ce que va faire Donald Trump, c'est que je ne suis pas sûr que lui-même soit capable de répondre à cette question. C'est sans doute le leader politique le plus imprévisible, capable de mener une politique le matin et de mener la politique contraire l'après-midi. Et à l'égard du Venezuela, c'est exactement le cas. La politique de Donald Trump pendant la première partie de son second mandat, donc on est seulement à 10 mois, mais on arrive déjà à déceler des inflexions à 180 degrés au sein de ces 10 premiers mois. Pendant les premiers mois, la politique de Donald Trump, ça a été de s'appuyer sur son conseiller spécial pour les missions exceptionnelles, pour les lieux exceptionnels, qui était Richard Grenell, donc qui est allé 10 jours auprès de son investiture à Caracas pour négocier le maintien de la licence pour Chevron, pour que Chevron, donc l'entreprise états-unienne, continue à exporter du pétrole vénézuélien aux États-Unis, conformément à ce qu'avait fait Joe Biden
à partir de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour distendre un peu l'alliance Venezuela-Russie. Cette politique donc menée par Richard Grenell, elle est arrivée elle a abouti au renouvellement donc, de cette licence après une suspension en mai, un renouvellement en juillet dans des conditions plus défavorables au Venezuela, faut le comprendre, où les impôts, par exemple, de Chevron sont payés en barils de pétrole, ne sont plus payés en argent, sonnant et trébuchant. Et cet accord avait comme contrepartie l'acceptation des déportations forcées de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et qui sont déportés au Venezuela. Cette politique de Richard Grenell, elle obéit à certains intérêts de l'administration Trump, c'est-à-dire desserrer l'influence de la Chine et venir à bien à cette plus grande déportation de l'histoire des États-Unis qu'ils prétendent mener. Face à cela, il y a une autre politique, celle de Marco Rubio, qui, lui, est dès le départ pour une politique de changement de régime. C'est un homme qui a forgé sa carrière politique en Floride, qui est lié au réseau cubano-américain, qui est lié à l'opposition vénézuélienne, qui est élu, enfin, et lui et des représentants cubano-américains élus en Floride et qui sont décisifs à la Chambre des représentants, qui sont élus par cet électorat latino-antisocialiste, et qui sont porteurs d'une politique de changement de régime, qui sont moins offensifs sur la question des migrations, parce que c'est aussi leur électorat. Ils ont été qualifiés de traîtres, par exemple, à ce moment-là, au moment des déportations de l'ICE en Floride, mais qui est porteur de cette politique de changement de régime. Jusqu'où ça va aller, c'est difficile à dire, en fait. Et donc, du coup, on est passé de juillet, où on a une conclusion de licence, au mois d'août, où on a ces menaces militaires. Quelle est la lisibilité de ça, la cohérence de ça? Il n'y en a pas. C'est juste l'expression de secteurs divergents au sein de l'administration états-unienne. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? On sait que c'est pas le respect du droit international, ni une moralité, ni une humanité particulière qui va les empêcher d'aller mener des bombardements. On a vu ce qu'ils ont fait en Iran en juin de cette année. Et aujourd'hui, au vu de l'attroupement de navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes, c'est difficile d'exclure. Il y a 15 000 hommes, il y a 15 navires de guerre, dont le plus grand navire de guerre du monde, l'USS Gerald Ford, qui sont au large des côtes vénézuéliennes. L'intervention aérienne devient largement possible sur le sol vénézuélien, c'est-à-dire qu'il y ait des bombardements de sites militaires, qu'il y ait des bombardements, des assassinats ciblés de dirigeants vénézuéliens. C'est difficile de l'exclure au vu de la pratique des États-Unis ces derniers mois. Ce sur quoi je suis le plus sceptique, c'est sur une intervention militaire terrestre. Les États-Unis restent sur 2 échecs cuisants en termes d'intervention terrestre, en Irak et en Afghanistan. La dernière intervention terrestre des États-Unis en propre en Amérique latine, c'était contre Manuel Noriega au Panama en 1989, sur des motifs de trafic de drogue qui cette fois étaient avérés, contrairement à aujourd'hui, même si c'était pas une raison, et qu'il y avait bien d'autres raisons qui permettaient de comprendre cette intervention militaire. Ils sont intervenus militairement en coalition à Haïti en 1994, mais depuis 30 ans, il n'y a plus d'intervention militaire terrestre des États-Unis en Amérique latine. Donc ça romprait avec une tradition longue, et ça romprait également avec une des promesses de Donald Trump avec laquelle il a pris le contrôle du parti républicain, c'est-à-dire en finir avec ces interventions militaires extérieures qui sont très coûteuses en hommes et en énergie et en argent pour les États-Unis. Là, ce qu'estiment les experts militaires, c'est que pour envahir un pays de la taille du Venezuela, c'est difficile à envisager avec moins de 100 000 hommes. On sait que là, pour l'instant, on est à autour de 15 000 hommes au large des côtes vénézuéliennes. Donc, on est très loin pour l'instant d'un niveau qui permettrait une intervention militaire terrestre. Ça ne veut pas dire que Donald Trump ne va pas changer d'avis. Après, on sait aussi, je fais appel à une analyse psychologique qui vaut ce qu'elle vaut quand on parle de Donald Trump, mais c'est quelqu'un qui essaye des changements qui a envie de victoire rapide. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, l'échec de la stratégie Guaido, parier sur un changement de régime rapide, ce qui n'a pas eu lieu en 2019 au Venezuela. Et
s'acheminer vers une victoire militaire avec une intervention militaire terrestre, c'est s'engager dans un bourbier, hein, parce que l'armée vénézuélienne, sur les sites qui estiment sa puissance, évidemment, c'est un rapport asymétrique avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est la première puissance du monde militaire. Venezuela, elle est classée entre 50e, 60e rang en termes de budget militaire par rapport aux autres armées, mais c'est un gros morceau. C'est pas Panama, c'est pas Haïti, c'est 10 fois Panama, c'est 10 fois Haïti, c'est 2 fois la superficie de la France. C'est des gens qui sont armés, une base sociale sans doute minoritaire pour Nicolas Maduro, mais qui continuerait à mener une lutte et qui pourrait emmener les États-Unis vers un bourbier dont on sait que Donald Trump n'en veut pas et est venu au pouvoir aux États-Unis précisément contre cela, précisément contre ces interventions militaires états-uniennes coûteuses et meurtrières pour les propres militaires états-uniens qui ont été des échecs, et il sait qu'il resterait à la postérité avec un échec s'il s'engage dans une intervention militaire terrestre qui se transformerait en bourbier. Et le scénario pour lequel ça se transformait en bourbier est assez probable, parce qu'on aurait une résistance au Venezuela, pas de nature à vaincre les États-Unis, mais de l'ordre à affronter, de l'ordre à leur rendre plus difficile la tâche. Ma dernière question, docteur, je profite de votre présence, merci infiniment, parce que vous êtes parmi les spécialistes discrets, mais plus objectifs, et vraiment, votre connaissance est appréciable. Quel est l'impact concret de cette confrontation, sanctions, pression économique, soutien à l'opposition sur la vie quotidienne des Vénézuéliens? Parce que aussi, on joue sur révolte, diminution de la popularité, etc. On joue, on utilise, et ça a été le cas dans plusieurs autres terrains, en Iran, en Syrie, etc., au Liban aussi. Il y a une pression psychologique. Là, sur les pressions militaires, aujourd'hui, il y a une pression psychologique pour essayer de susciter des dissidences dans l'armée. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, parce que Maduro a été annoncé partant au moins 4 ou 5 fois ces dernières années. Ça n'est jamais arrivé. Sur les conséquences des sanctions, des mesures coercitives unilatérales prises en place par les États-Unis, il y a un économiste qui s'appelle Francisco Rodriguez qui a essayé d'analyser l'impact de ces mesures sur l'économie vénézuélienne. Le Venezuela a connu une crise économique d'une ampleur exceptionnelle pour un pays qui n'est pas un pays en guerre. On parle de 74% de chute du PIB entre 2014 et 2020. Cet économiste, donc Francisco Rodriguez, estime que la moitié provient des mesures coercitives unilatérales des États-Unis. C'est-à-dire que la récession a été très largement aggravée par ces mesures coercitives unilatérales des États-Unis. Dans les 50% restants, il y a la chute du prix du baril de pétrole, qui est un problème global du Venezuela. C'est-à-dire, souvent on parle du Venezuela comme un pays riche parce qu'il a les premières réserves du monde. Ça me semble inexact. Dans l'économie capitaliste, avoir des ressources en matières premières, c'est pas être un pays riche, c'est être un pays dépendant des fluctuations du cours de cette matière première. C'est-à-dire d'être un pays très riche au moment où le prix de ce baril est très élevé, mais de devenir un pays très pauvre au moment où le prix de ce baril redescend. Et ça a été le cas du Venezuela. L'histoire du Venezuela est ponctuée de cela. Une phase d'abondance dans les années 70, une phase de crise dans les années 80-90 qui favorise l'arrivée de Chavez au pouvoir, une phase d'abondance dans les années 2000-2010 au moment de la présidence Chavez, une phase de crise avec la présidence Maduro, avec la redescente des cours. Et enfin, une partie importante de cette crise, elle est due à une mauvaise gestion des gouvernements, de la politique monétaire surtout, par Chavez puis Maduro. Il y a eu, au moment des tentatives de déstabilisation de 2002-2003, l'octroi de dollars subventionnés pour les grandes entreprises, pour des proches du régime, pour pouvoir importer des marchandises, mais ce taux a été, ces dollars subventionnés ont été largement détournés, ont constitué des fortunes, ont privé l'État vénézuélien de dizaines, de centaines de milliards de dollars, et ont bridé la confiance des Vénézuéliens dans la monnaie, ce qui a créé un effondrement de la monnaie vénézuélienne qui a même été un peu antérieur
aux sanctions états-uniennes, donc qui a commencé la crise économique. C'est pas l'origine, c'est plutôt l'origine de la crise économique, même si l'ampleur ne peut s'expliquer aussi que par les crises, que par les mesures des États-Unis, et qui fait que le prix, le salaire des Vénézuéliens est extrêmement bas. On est à $1 par mois, et donc du coup, c'est des primes qu'octroie l'État vénézuélien qui compensent, et donc ça crée des situations extrêmement difficiles pour les Vénézuéliens. Donc, pour revenir sur les conséquences que tout cela a sur les Vénézuéliens, c'est difficile de séparer tous les facteurs, l'ampleur du pétrole, l'ampleur de la politique monétaire, l'ampleur des sanctions économiques. Je vous ai dit un peu les ordres de grandeur d'une manière générale, mais cela crée un quotidien qui est insupportable, invivable pour les Vénézuéliens, des difficultés pour s'alimenter correctement, des problèmes pour l'accès aux services de base, c'est-à-dire avoir accès à de l'essence, y compris dans le pays qui a les premières réserves pétrolières du monde, de l'accès à l'eau, à l'électricité, donc des coupures d'eau, d'électricité qui arrivent de manière récurrente au Venezuela. Et c'est cela qui est aussi une des origines de la crise migratoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le quotidien devient difficile, comme dans tous les pays du monde, hein, les Vénézuéliens essayent d'aller trouver ailleurs un quotidien moins difficile, moins dur, pouvoir faire vivre leur famille de manière plus digne. Et c'est en cela aussi qu'il y a un caractère vraiment cynique de la politique de Donald Trump à l'égard des migrants vénézuéliens aux États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont partis de leur pays en partie à cause des mesures qu'il a édictées, pas seulement, hein, mais en partie à cause des mesures qui sont édictées, qui ont émigré à cause de lui en partie, et qui se retrouvent criminalisés aux États-Unis par sa police, donc par la ICE. Ce sont des gens qui ont cru à sa promesse de changement de régime quand il faisait campagne en 2016 ou en 2020. Les communautés vénézuéliennes, souvent acquises à la cause anti-Maduro, ont voté largement pour Trump et qui se retrouvent criminalisées alors qu'elles faisaient partie de sa base électorale. Aujourd'hui, avec souvent, enfin, aux États-Unis, historiquement, par exemple, pour les Cubains, les mesures économiques les plus drastiques étaient accompagnées d'une certaine humanité pour les migrants de ces pays-là. Elles étaient horribles, hein, ces mesures économiques. Enfin, le blocus contre Cuba, les mesures coercitives unilatérales édictées contre les États-Unis. Mais la contrepartie, c'était que les immigrés étaient considérés comme des prisonniers, comme des exilés politiques. Et avaient des conditions d'accueil qui étaient relativement meilleures qu'un Guatémaltèque, un Mexicain, un Salvadorien. Aujourd'hui, tout cela est fini sous Trump et les émigrés vénézuéliens subissent les mêmes foudres de la police anti-immigration que les Guatémaltèques, que les Salvadoriens, que les Haïtiens, et connaissent des déportations forcées qui sont aussi inhumaines que cruelles et aussi injustes à l'égard de la conséquence même des politiques que Donald Trump a édictées par ses politiques économiques. Merci, Dr Posato, pour cet éclairage. Votre analyse nous aide à mieux comprendre les enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires qui jouent autour du Venezuela. À Espoir et d'Unité TV, nous continuerons à donner la parole à celles et ceux qui décryptent les rapports de force internationaux. Merci beaucoup. J'espère vous trouver prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.